Bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial de E égale M6. Ce soir, nous allons vous parler... Bien, je disais donc que ce soir, cette émission spéciale sera entièrement consacrée... Allô? Allô la régie? Allô? Allô quoi? Je crois qu'il y a un petit problème technique là. Allô? 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 Un tremblement de terre? Allô? Bonsoir, et bien cette fois-ci, bienvenue pour de vrai dans ce numéro spécial de E égale M6, un numéro mouvementé, vous l'avez vu. Mais savez-vous qu'il se passe chaque année, à la surface du globe, plus d'1 million de tremblements de terre? Que 900 volcans actifs menacent de se réveiller d'un jour à l'autre? Qu'en France même, il y a eu plusieurs tremblements de terre très violents, dont le dernier remonte à 1909 et a fait 40 morts dans le sud-est de la France. Alors bien sûr, la France n'est pas malgré tout un pays où le risque sismique est très grand. Nos volcans sont loin, à la Martinique, à la Réunion. Mais il ne faut pas oublier pour autant que les volcans et les tremblements de terre sont la première cause de mortalité naturelle dans le monde. Alors pour mieux les connaître, pour mieux les prévoir, la science a depuis quelques décennies progressé à pas de géant. Où en est-elle aujourd'hui? Que sait-on du mécanisme exact des tremblements de terre? C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi tout au long de cette soirée. Nous allons rencontrer de nombreux scientifiques, visiter plusieurs volcans, tenter de scruter le cœur de la Terre et pour commencer, faire un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé dans ce domaine depuis 4 ans. Vous allez voir, pour chaque tremblement de terre, nous avons indiqué la magnitude sur l'échelle de Richter, qui en compte 9, et vous allez voir que les colères de la Terre ne connaissent jamais de répit. « 7 décembre 88, à 11h41, une secousse très violente ébranle l'ouest de l'Arménie. La ville de Spitak est rayée de la carte. Kirovakan, un grand centre industriel de 220 000 habitants, est très endommagé. Des centaines d'immeubles construits au mépris des règles antisismiques pourtant en vigueur dans la région se sont effondrés comme des châteaux de sable. Le séisme a causé la mort de 60 000 personnes. 2 mois plus tard, la terre tremble plus à l'est, dans les montagnes du Tadjikistan. Le séisme y provoque des glissements de terrain qui ensevelissent plus d'1 millier d'habitants. Le 17 octobre 89 est dans toutes les mémoires des Américains. Ce jour-là, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter ébranle l'agglomération de San Francisco. Pour la première fois dans l'histoire, l'événement est suivi par des centaines de caméras qui tournaient à ce moment-là, depuis celles qui surveillaient ce bar jusqu'au caméscope d'amateurs. Dans l'ensemble, les bâtiments de la cité californienne, construits selon des normes antisismiques rigoureuses, vont tenir le choc. Seuls vont s'effondrer quelques vieilles maisons en bois du début du siècle, le tablier d'un pont traversant la baie et une voie express passant au-dessus de la ville. Le pire aura donc été évité, mais il y aura tout de même 60 morts et plus de 40 milliards de francs de dégâts. «
1990, un an et demi après l'Arménie, un nouveau séisme de forte magnitude frappe encore la région. La secousse du 21 juin détruit des centaines de villages au nord-ouest de l'Iran et tue 35 000 personnes. 1991, après 199 ans de sommeil, le volcan Hunzen au Japon s'est réveillé en novembre. Et le 2 juin, c'est l'explosion. Le volcan vole en éclats, une nuée ardente de cendres en fusion dévale les pentes. Tout est dévasté dans un rayon de 10 km. En dépit de l'évacuation de la région, 38 personnes, des volcanologues et des journalistes, trouveront la mort sur les pentes du mont Hunzen. 15 jours plus tard, le même scénario se reproduit aux Philippines. Le volcan Pinatubo explose le 14 et le 16 juin, recouvrant de cendres brûlantes une région de 60 km de diamètre qui sera plongée plusieurs jours dans une obscurité totale. La catastrophe fera plusieurs centaines de morts parmi les indigènes qui habitaient sur les pentes du volcan et qui n'avaient pas été évacués. Dans les jours qui suivent, les pluies vont transformer la couche de cendres en de gigantesques fleuves de boue qui vont détruire des villes entières. De l'autre côté du Pacifique, l'Hudson, un volcan des Andes au sud du Chili, explose à son tour. Les cendres arrivent sur l'autre versant de la chaîne, en Argentine. Une couche de 30 cm recouvre la ville de Los Antiguos. Enfin, en décembre, une bouche de lave s'ouvre sur le flanc est de l'Etna. Un fleuve de lave descend vers la vallée. 2 mois plus tard, la coulée atteint les premières maisons du village de Zaferana. Heureusement, le débit de lave se met à décroître. On parvient à détourner la coulée. Le village est sauvé in extremis. 1992, le 13 mars, c'est Erzincan en Turquie. Il s'agit toujours de la même zone sismique où se sont déroulés les tremblements de terre d'Iran et d'Arménie. La secousse va abattre un grand nombre d'immeubles. 653 personnes vont y trouver la mort. Surprise, une semaine plus tard, un tremblement de terre de magnitude 5,6 fait trembler l'ouest de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'est de la France. Son épicentre, et ce n'est pas une plaisanterie, est situé sous la célèbre ville de Maastricht. Heureusement, il n'y aura que quelques toits effondrés. 12 octobre, un tremblement de terre frappe la capitale de l'Égypte. Pourtant, la région du Caire était considérée comme calme du point de vue sismique. Le séisme, d'une magnitude pourtant modérée, 5,9 sur l'échelle de Richter, va tuer 552 personnes et détruire ou endommager 12 000 immeubles. Enfin, le 12 décembre, la terre tremble sur l'île de Flores. Il y a 2000 morts. En 4 ans, tremblements de terre et éruptions volcaniques auront fait plus de 100 000 victimes. Vous le voyez, au-delà de la simulation des tremblements de terre, comme celle qu'on a faite ici tout à l'heure, ces colères de la Terre sont de véritables fléaux qui se reproduisent, hélas, très souvent. Très souvent, mais pas n'importe où. On s'est très vite aperçu, par exemple, que les tremblements de terre se produisaient surtout le long de grands alignements, comme la côte ouest des États-Unis. Mais ce n'est que depuis une trentaine d'années seulement que les scientifiques ont enfin découvert quel était le véritable moteur invisible de tous ces phénomènes. Pour bien le comprendre, à notre tour, il nous faut revenir plus de 4 milliards d'années en arrière, à l'époque de la création de la Terre. Il y a exactement 4,7 milliards d'années, à la place de notre système solaire, il n'y avait qu'une vaste nébuleuse, un gigantesque nuage de gaz et de poussière. Le passage de cette nébuleuse au monde que nous connaissons est loin d'être simple. Voici le scénario le plus probable. Sous l'action de la gravitation, ce nuage se contracte progressivement en son centre, où s'exerce de très fortes pressions. Le noyau ainsi formé se réchauffe rapidement. Les poussières en rotation autour du noyau se concentrent en différentes boules de taille variée. L'une d'elles deviendra la Terre. Le centre du nuage continue à se réchauffer. La température franchit le seuil des 11 millions de degrés. C'est le début des réactions nucléaires. Les atomes d'hydrogène entrent en fusion et le noyau de notre nuage se transforme en étoile. Le Soleil est né. Ce gigantesque réacteur nucléaire provoque un souffle prodigieux, un terrible vent solaire qui chasse au loin les gaz et les poussières résiduelles. La future planète Terre, ainsi nettoyée, n'est encore qu'une boule de lave.
De gros blocs de roche ou de glace se promènent un peu partout. Leur déplacement à travers le système solaire provoque un véritable bombardement des planètes en formation. Ces météores creusent ainsi de vastes cratères à leur surface. Mercure, Mars ou la Lune gardent les cicatrices de ces impacts. Mais si la Terre est également bombardée, l'érosion a depuis effacé la plupart des traces. Nous sommes maintenant à moins 3,8 milliards d'années. Les chutes de météores sont moins fréquentes et la surface de la Terre commence à refroidir. Une mince couche de lave se solidifie pour donner le premier sol ferme. Et oui, il y a 3,8 milliards d'années, suite au refroidissement de la lave, une première couche solide se formait à la surface de la planète. On peut essayer de simuler à échelle très réduite ce qui s'est passé. On prend une casserole, on va faire fondre à feu doux ces bougies. La paraffine a fondu et est devenue liquide. Maintenant, laissons-la refroidir. Vous voyez, à la surface, il se forme une fine couche de paraffine solide. Bien entendu, en dessous, la paraffine reste liquide. La Terre en est à peu près à ce point. Songez donc qu'après plus de 3 milliards d'années, la croûte n'est épaisse que de 5 à 10 km sous les océans et 30 à 50 km sous les continents. Cela vous donne une idée de la lenteur du refroidissement. Tout le reste, c'est un magma visqueux à plus de 1000 degrés. Revenons en arrière. La croûte terrestre est encore toute jeune et les volcans sont nombreux et actifs. Leurs cratères crachent des gaz qui alimentent une atmosphère primitive et de l'eau qui, une fois refroidie, forme des océans. La Terre est à peu près formée et dispose d'un véritable sol avec de l'eau et une atmosphère. Très rapidement, la vie va apparaître. Mais cette surface solide n'est qu'un plancher flottant. Dessous, il y a le magma. Aujourd'hui, soit après plus de 4 milliards d'années de refroidissement, l'intérieur de la Terre se divise en 3 parties. Au centre, les matières lourdes se sont accumulées en un noyau, sans doute à base de fer et de nickel. Mi-solide, mi-liquide, ce noyau fait 3500 km de rayon. Après, il y a le manteau, constitué de magma pâteux sur 2800 km d'épaisseur. Et enfin, la croûte terrestre qui flotte sur le manteau. Celle-ci est craquelée en 10 immenses plaques qui se déplacent continuellement, faisant dériver les continents les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Ces mouvements sont dus au courant de magma à l'intérieur du manteau. Lorsque deux plaques se rencontrent, la plaque la plus dense passe sous la plaque la plus légère. On observe un phénomène équivalent sur certains lacs de lave. Au contraire, lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, elles créent une ouverture qui se remplit immédiatement de magma. Les lacs de lave illustrent également ce phénomène. Les rapprochements, les éloignements et les coulissages entre les plaques sont responsables des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. L'origine de ces mouvements étant les courants de magma dans le manteau, ils ne cesseront que lorsque la Terre se sera complètement refroidie, c'est-à-dire pas avant plusieurs centaines de millions d'années. Je crois que ce petit rappel de l'histoire de la Terre n'était pas inutile, car à partir de là, tout devient très simple. En effet, quand vous regardez ce globe terrestre sur lequel figurent les 10 grandes plaques qui composent la croûte, vous remarquez que les volcans qui sont symbolisés en rouge et les tremblements de terre qui sont symbolisés en jaune ne figurent pas n'importe où par rapport à ces plaques. On les trouve la plupart du temps aux frontières entre les plaques. Alors, avant de partir faire un petit tour des volcans, je vous propose de regarder ensemble le mécanisme des tremblements de terre qui sont finalement une conséquence tout à fait naturelle du mouvement des plaques entre elles. Et même si l'on ne retient que les tremblements de terre les plus meurtriers, les plus importants, il ne faut pas oublier qu'il se produit chaque année à la surface du globe plus d'1 million de tremblements de terre par an, soit plus de 2000 par jour. Grâce à la théorie des plaques, l'origine des tremblements de terre est devenue très simple à comprendre. Ils se produisent notamment à l'endroit où deux plaques coulissent l'une contre l'autre, comme en Californie le long de la grande faille de San Andreas.
Ce gigantesque fossé rectiligne marque la frontière entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. À cet endroit, la plaque pacifique fait glisser vers le nord l'extrême ouest de la Californie à une vitesse de 3 à 6 cm par an. Pour mieux comprendre comment cela se passe, le géophysicien Jean-Pierre Brun a reproduit la situation dans son laboratoire de Rennes avec de la silicone, du sable et beaucoup d'astuces. Au-dessus de 2 plaques coulissantes recouvertes d'un lit de silicone, il saupoudre du sable. Le sable, plus cassant que la silicone qui se déforme, symbolise bien la partie supérieure de la croûte continentale. Une couche de sable bleu, de fines raies de sable blanc pour mieux voir le phénomène. C'est parti, un vérin pousse tout doucement une des 2 plaques, exactement comme l'Amérique glisse le long de la Californie. Sur cette séquence en accéléré, on voit bien la déformation. Au bout de quelques heures, des failles sont apparues de part et d'autre de l'axe du glissement. Des failles qui ressemblent exactement à ce qu'on observe quand on survole la région de San Andreas et qui s'écartent progressivement exactement comme dans la réalité. Le modèle est même très simple, presque simpliste, mais il démontre qu'avec des conditions limites très simples en déplacement, on produit un champ de failles très complexe et assez semblable à celui observé. La principale différence avec la réalité, c'est que ce même mouvement dure en fait des millions d'années. En plus, les 2 plaques sont littéralement collées l'une contre l'autre par des pressions énormes. Elles n'avancent que par à-coups, lorsque, quelque part dans les profondeurs de la faille, des roches cèdent sous la pression intolérable. Cette cassure crée des ondes sismiques qui se propagent dans le sol et qui, lorsqu'elles arrivent en surface, provoquent parfois de terribles tremblements de terre. Heureusement, seules les cassures les plus importantes ont des répercussions. En Californie, il s'en produit plus de 150 par an. Lorsqu'elles ne coulissent pas, les plaques se cognent. Cette collision entre 2 plaques est si intense qu'elle crée des tensions bien au-delà de la zone de rencontre. Ces tensions activent alors des zones de faiblesse à des centaines de kilomètres du bord des plaques et ces zones finissent par casser. L'image qu'on pourrait se faire, elle est très très simplifiée bien entendu, mais l'image qu'on pourrait se faire, c'est un dallage qui n'a pas été cimenté sur une terrasse et on essaierait de réajuster les pierres en poussant sur une extrémité et les pierres bougeraient tantôt à un endroit, tantôt à l'autre et ceci donnerait l'image de séismes un peu répartis dans le domaine et assez irréguliers. Ce fut le cas du Caire en 92. Dans tous les séismes, l'énergie se propage sous la forme d'ondes sismiques qui courent à près de 10 km par seconde. La terre vibre, les bâtiments se lézardent sur un rayon de plusieurs kilomètres. Mais très vite, ces ondes sismiques perdent de leur puissance et disparaissent dans la nature. Sauf pour un appareil bien particulier, le sismomètre. Son fonctionnement est simple, une masse est suspendue au bout d'un ressort avec un stylet. Grâce à son inertie, ce dispositif reste immobile. En revanche, à la verticale du stylet se trouve un rouleau de papier qui est solidaire du sol. Dès que le sol vibre, le papier vibre avec lui alors que la plume du stylet reste immobile. Ainsi, le sismomètre détecte les plus infimes vibrations de la Terre. Alors par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une période calme, mais qu'en revanche, si on regarde cet enregistrement d'il y a 2 jours, on peut voir qu'après ces périodes calmes, arrivent des ondes, et l'arrivée de ces ondes est la manifestation que quelque chose s'est produit à la surface de la Terre. Ce quelque chose, c'est un tremblement de terre, et après l'arrivée d'ondes de faible amplitude, on voit ensuite toute une série de vibrations de beaucoup plus forte amplitude qui peuvent durer pendant des heures et ces ondes de plus grande amplitude sont ce qu'on appelle les ondes de surface qui se propagent donc à la surface de la Terre et qui peuvent faire plusieurs tours de Terre. Ces ondes sismiques sont 4 comme les 3 mousquetaires, mais les 2 plus importantes sont les ondes primaires et secondaires. Les ondes primaires sont les plus rapides, elles ont 2 actions, elles compriment et elles étirent la matière. Viennent ensuite les ondes secondaires, ce sont les plus destructrices. Elles secouent littéralement les bâtiments de bas en haut. Pour les voir, regardez bien ce panneau pendant la secousse de San Francisco.
Il se produit chaque jour à la surface du globe plusieurs tremblements de terre. Les sismomètres enregistrent leurs ondes en permanence. Pendant ce temps, les géophysiciens étudient, eux, le mouvement des plaques qui leur permet de définir les zones à risque, comme c'est le cas sur la Côte d'Azur. En effet, on a tendance à l'oublier, la France est un pays à risque sismique. En 1909, un tremblement de terre en Provence a causé la mort de 40 personnes. S'il se reproduisait aujourd'hui, avec l'augmentation de la population, il y aurait 400 à 1000 victimes. Tout cela car nous subissons la poussée de l'Afrique contre la plaque européenne. Et oui, la plaque africaine pousse la plaque européenne et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de tremblements de terre à la limite, au sud de la Grèce, en Italie. Italie qui n'est en fait que la pointe extrême de cette plaque africaine. Et c'est la poussée de l'Afrique via la plaque italienne qui a créé les Alpes qui sont un véritable bourrelet entre les deux plaques au cœur de l'Europe. Alors, à l'heure actuelle, ce mouvement de rapprochement se poursuit toujours, et c'est pour cela que les Alpes grandissent de 1 à 2 cm par an, et en même temps poussent dans toutes les directions, au nord, à l'ouest, au sud-ouest, notamment en Provence, où cette poussée énorme a créé deux failles qui sont toujours actives, la faille de la Durance et celle de Nice. C'est par exemple le long de la faille de la Durance que s'est produit le séisme de 1909. Ces failles peuvent-elles se casser à nouveau ? Si les statistiques se révèlent exactes, il faut attendre 2 séismes destructeurs au cours du prochain siècle. Les Niçois n'ont qu'à bien se tenir. Vous voyez ce pouce-pouce ? Eh bien, les plaques continentales, c'est un petit peu pareil. L'Afrique pousse la plaque italienne contre les Alpes, qui poussent à leur tour la plaque européenne vers le nord, vers l'ouest, vers le sud-ouest. Et c'est ce qui explique l'activité sismique de cet endroit où nous nous trouvons, la Côte d'Azur. Cela dit, les Alpes-Maritimes ne sont pas les seuls endroits à forte activité sismique en France. On peut le voir sur cette carte de la sismicité établie par le BRGM. Alors, les zones actives, à risque de tremblement de terre donc, sont en rouge. On retrouve Nice, mais aussi la région de Bâle et du Mulhouse. Ici, on est dans le fossé du Rhin, et c'est plus au nord, toujours dans ce même fossé, qu'a eu lieu l'an dernier le tremblement de terre de Maastricht. Il y a aussi des lignes de fracture dans les Pyrénées, et une grande faille qui court au sud de la Bretagne, et qui nous a valu le tremblement de terre de l'île d'Oléron en 72. On va quitter un instant les tremblements de terre pour passer aux volcans. Alors un volcan, ça se voit de loin, il n'en demeure pas moins que certains sont parfois extrêmement dangereux. On va le regarder, nous on se retrouve tout à l'heure sur l'Etna, le plus grand volcan d'Europe. En simplifiant, on peut dire qu'il existe 2 grandes catégories de volcans. Les volcans effusifs, d'où coulent presque en permanence de grandes quantités de lave fluide, et les volcans explosifs, beaucoup plus dangereux, qui propulsent soudainement d'énormes nuages de cendres incandescentes. Les volcans de Hawaï ou de la Réunion sont typiquement des volcans effusifs. Ils naissent lors d'une remontée locale de magma que l'on appelle point chaud. Ce magma arrive des profondeurs du manteau et perce la croûte terrestre à la manière d'un chalumeau. Comme la plaque océanique dérive lentement au cours du temps, les volcans se déplacent et s'éloignent du point chaud à la vitesse d'une dizaine de centimètres par an. Il se crée une chaîne de volcans dont le plus ancien est le plus éloigné du point chaud. Les éruptions de ces volcans effusifs ne s'accompagnent pas de fortes explosions, mais leur lave d'origine profonde est très fluide. Les coulées, qui descendent parfois à plus de 50 km/h, parcourent donc de grandes distances et peuvent anéantir les habitations. C'est ce qui s'est passé en 1960 à Hawaï lors de l'éruption du Kilauea. Une éruption surgit près du village de Kapō. Une vaste coulée de lave s'étend jusqu'à la mer, puis commence à descendre vers le sud en direction des habitations. On évacue les maisons car la lave progresse rapidement. Les autorités réagissent et décident de construire une gigantesque digue pour arrêter la coulée. En 10 jours, on dresse une rangée de barrages d'une longueur totale de plus de 4 km.
La lave est stoppée pendant plusieurs jours, mais elle finit par engloutir les barrages et se dirige tout droit vers Kapoo. Dans un ultime effort, les pompiers tentent de refroidir la lave pour la solidifier. Le résultat est mitigé. Kapoo est rayé de la carte. En 1983, le Kilauea se réveille à nouveau et les coulées de lave sont de retour. Le volcanologue Maurice Kraft se trouvait là. Il a pu réaliser ce superbe document. J'ai assisté à la lente agonie de la propriété de Bob Paulucci. La coulée recouvre d'abord sa plantation de papayers, mais évite sa maison. Le deuxième jour, elle change de direction et commence à encercler son habitation. Paulucci prend alors sa lance d'arrosage de jardin et 24 heures sur 24, pendant 3 jours, verse de l'eau sur la lave pour la refroidir, pour la figer, pour qu'elle n'avance plus. Il réussit à retarder l'avancée, le temps de sauver une partie de ses biens. Mais la lutte est inégale. Le 4e jour épuisé, il abandonne. Quelques heures plus tard, la roche fondue touche les piliers de bois de sa maison, elle flambe. Le lendemain matin, seul le toit de tôle rappelle l'emplacement de son habitation. Sa propriété est comme bétonnée par les coulées, il a tout perdu. Il faudra des dizaines d'années pour que le sol redevienne fertile ici. À l'inverse des volcans effusifs à lave liquide, les volcans explosifs rejettent de la lave très pâteuse qui bouche leurs cratères et que les gaz finissent par expulser violemment en provoquant une explosion. Ces volcans sont directement issus de la tectonique des plaques. Ils prennent naissance là où une plaque glisse sous une autre plaque. La lave est issue de la friction des plaques, elle est d'une nature différente de la lave profonde des volcans du type hawaïen. Cette origine lui donne une composition pâteuse qui fait office de bouchon, et lorsque le bouchon saute, gare aux dégâts. Un exemple, le mont Batur en Indonésie. Toutes les 2 ou 3 minutes, de puissantes explosions ébranlent le sol. Le ciel se remplit de roches rougeoyantes, surnommées bombes, et des nuées de cendres s'échappent par vagues à 300 km/h. Pour les volcanologues qui étudient les bouches explosives, il y a certains risques car des bombes en fusion s'abattent jusqu'à 200 mètres à la ronde. Seule parade, suivre du regard la trajectoire de la bombe et s'écarter rapidement du point d'impact. Pour les populations environnantes, les fumées chargées de cendres brûlantes et de particules de magma peuvent être très dangereuses. Selon la pente et la direction du vent, de telles fumées peuvent être mortelles jusqu'à 10 à 20 km du cratère. À une plus grande échelle, les cendres rejetées dans l'atmosphère par des grandes éruptions explosives retombent souvent jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres du cratère. Elles peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'économie. Nous voici en 1980 dans la région de Ritzville, aux États-Unis. Nous sommes à plus de 300 km du volcan du Mont Sainte-Hélène. Le lendemain de l'éruption, il est tombé tellement de poussière qu'il y fait nuit en plein jour. Autre exemple, dans ce village de Parantas, en Indonésie, il est tombé 50 cm de cendres. À chaque éruption du Galunggung, dans un rayon de 15 km, l'air se charge d'une sorte de brouillard opaque. En plein après-midi, la nuit tombe en un quart d'heure. Quelques heures plus tard, le soleil revient et les Indonésiens enlèvent les cendres des toits pour qu'ils ne s'écroulent pas.
Dans les villages, la parade est simple, mais dans les champs, les cultures, elles, sont souvent définitivement anéanties. Les dépôts de cendres peuvent provoquer des catastrophes beaucoup plus meurtrières que les coulées de lave, car lorsque la saison des pluies arrive, l'eau se mélange aux cendres, créant ainsi de véritables coulées de boue. Les Indonésiens les surnomment lahar. En quelques minutes, ces lahars peuvent noyer des villages entiers. Le gouvernement indonésien a donc définitivement évacué certaines régions trop souvent menacées. C'est aussi ce qu'ont fait les Philippins en juin 91 lorsque le Pinatubo s'est réveillé dans ce qui a été la plus grosse éruption explosive du siècle. Nuées ardentes, nuages de cendres, coulées de lave, coulées de boue. Mais au fait, est-ce qu'en Europe nous sommes à l'abri de tous ces périls? Allons voir en Italie, du côté de l'Etna. Donc ici, un an plus tard, la lave est toujours en train de couler. On est tout en haut de la source de lave de 92. La lave est donc basaltique, très fluide. Elle monte directement depuis 2 chambres magmatiques à 10 km et 50 km de profondeur à l'aplomb du volcan. Et il ne faut pas oublier qu'on pense souvent à la lave quand on voit une éruption volcanique. Mais une éruption volcanique, le plus souvent, et même ici, c'est surtout du gaz. Tous les jours, l'Etna rejette dans l'atmosphère des tonnes et des tonnes de dioxyde de soufre. C'est un grand polluant. Alors la lave est enfermée dans un tunnel, elle va dévaler jusqu'en bas de la pente vers la vallée du Bœuf. On verra tout à l'heure, un petit peu plus bas, la ressortie de cette coulée de lave. Là, on voit très bien le fleuve de lave qui coule, parfaitement rectiligne. Un petit peu plus bas, la déclivité devient plus forte. Il y a une cascade de lave. On va aller la voir tout de suite. Ah ben voilà. Là on voit très bien le dégagement de dioxyde de soufre avec le dépôt de soufre sur la paroi là tout en haut de la cheminée. Voilà. Même la roche est brûlante. Bien, alors ici visiblement il y a une déclivité, ce qui fait que la lave accélère. Je crois que le débit vu de nez ça doit faire à peu près 50 km/h. De toute façon les volcanologues ont fait des calculs. Ils ont estimé, avec la profondeur, la largeur et le débit de la lave, qu'il y a encore actuellement plus de 100 mètres cubes par seconde qui descendent vers la vallée. Alors, bien sûr, l'éruption s'est un petit peu calmée depuis 92. Maintenant, le débit est beaucoup plus faible. De toute façon, il ne faut pas oublier que même si toutes ces éruptions qu'on vient de voir, terrestres, sont très spectaculaires, le volcanisme le plus actif, paradoxalement, c'est celui qu'on voit le moins, puisqu'il s'agit du volcanisme sous-marin. Au milieu des océans, là où les plaques océaniques s'écartent les unes des autres, le magma remonte, créant le volcanisme de rift. Les rifts, ce sont ces grandes failles qui traversent le fond des océans. Les volcans y sont nombreux, à une profondeur moyenne de 2500 mètres. C'est le volcanisme le plus actif de la planète, mais il passe inaperçu, car l'immense épaisseur d'eau empêche toute remontée de lave ou de fumée. Ces éruptions ressemblent un peu à ces coulées de lave sous-marine à la Réunion. Au contact de l'eau, la lave se refroidit très vite et forme des blocs en forme de coussin. Les chercheurs de l'Ifremer ont souvent exploré le rift de l'Atlantique à bord de sous-marins capables de plonger à 6000 mètres. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Japonais notamment sont parvenus à installer dans le Pacifique un laboratoire à 4000 mètres de profondeur.
Parfois, le rift émerge à la surface de l'océan, comme c'est le cas en Islande. Les volcans d'Islande, qui sont donc des volcans de rift, sont toujours très actifs, comme le témoigne une très spectaculaire éruption qui a eu lieu en 1973. Dans la nuit du 23 janvier, les 5000 habitants de la petite ville d'Emae dorment paisiblement lorsque tout à coup, une fontaine de lave émerge à 200 mètres des maisons. Une vieille dame, témoin de la scène, appelle les pompiers et annonce qu'une bande de jeunes vient d'allumer des feux d'artifice. Lorsque les pompiers arrivent, ils découvrent un nouveau volcan. La ville est évacuée sans panique et il n'y a pas la moindre victime. Par contre, une partie de la ville est détruite et le reste est enseveli sous les cendres. Même le cimetière est enterré. Le plus grave, c'est qu'une coulée de lave menace de boucher le port de pêche qui est la principale ressource de la ville. C'est alors que commence une fantastique entreprise pour essayer de stopper la lave. 40 pompes géantes sont importées des États-Unis. Les volontaires les utilisent pour refroidir le front de la coulée en l'aspergeant d'énormes quantités d'eau de mer. La coulée n'est pas stoppée mais suffisamment ralentie et l'entrée du port reste ouverte jusqu'à la fin de l'éruption. Une belle et rare victoire de l'homme face au volcan. Donc je crois qu'on l'a bien vu, toutes ces manifestations volcaniques sont étroitement liées au mouvement qui affecte la Terre en profondeur. Donc comprendre le volcanisme, comme comprendre le mécanisme des tremblements de terre, revient à chercher à savoir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Mais comment faire? Eh bien c'est là qu'on va retrouver les sismomètres, car exactement comme un appareil à rayon X permet de voir l'intérieur du corps humain, les sismomètres permettent de faire de véritables radiographies de l'intérieur du globe. Grâce à la sismométrie, les sismologues sont en train de réaliser le rêve de Jules Verne, voyager au centre de la Terre. Tout cela car les ondes sismiques ont la bonne idée de se propager non seulement en surface, mais aussi à l'intérieur de la Terre, où les différentes couches qu'elles rencontrent les réfléchissent plus ou moins. Grâce à un réseau mondial de sismomètres, on peut donc reconstituer le trajet de ces ondes lors d'un tremblement de terre et en déduire la position des couches traversées. Ce réseau est français, il s'appelle Géoscope. Il n'est en place que depuis 10 ans, mais a déjà donné des résultats spectaculaires. Alors ce que l'on voit par exemple sur ces images, c'est la structure à 100 km de profondeur. On utilise pour cela des méthodes qui ressemblent à l'échographie médicale et on arrive à cartographier les zones chaudes en rouge, en orange ou en jaune et les zones froides en bleu ou en gris. Par exemple, on voit que les vieux boucliers, c'est-à-dire ceux qui correspondent à des roches qui ont été mises en place il y a plusieurs milliers d'années, sont des zones très froides. A l'inverse, toutes les dorsales médio-océaniques sont des zones au contraire chaudes. Ces dorsales médio-océaniques correspondent aux endroits où les plaques tectoniques se séparent, où on a une remontée de matière et où on a un volcanisme en surface très intense. C'est bien la preuve qu'il existe dans le manteau supérieur de grands courants de magma. Le magma chaud monte vers la surface à l'aplomb des dorsales océaniques et replonge vers le centre de la Terre, sous les continents. Ces mouvements sont bien le moteur qui fait bouger les plaques tectoniques. C'est une vérification éclatante de la théorie. Mais grâce à Géoscope, on peut descendre plus bas encore, au niveau des couches inférieures de la Terre. On peut aller plus profond. On peut voir qu'au-delà de 400 km de profondeur, on a de nouvelles images qui apparaissent, différentes de celles qu'on observe en surface. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a maintenant une structure nouvelle qui apparaît, qui est caractérisée par 2 courants montants et 2 courants descendants. Et on peut continuer encore plus loin, on peut descendre encore plus profond et arriver à trouver des images de la Terre profonde jusqu'au centre de la Terre, donc en passant par le bas du manteau, le noyau liquide et le noyau solide. Comme tout cela nécessite des milliards de calculs, Géoscope utilise un des plus puissants ordinateurs existants, une Connection Machine dernier modèle. Et pour compléter leur panoplie de détecteurs, les sismologues de l'Institut de physique du globe ont même réalisé une première mondiale.
poser un sismomètre au fond de l'océan à 4400 mètres de profondeur. La Terre est-elle en train de livrer ses derniers secrets? Grâce à Géoscope, on va donc connaître très finement le comportement des zones à fort risque sismique. Mais Géoscope ne répondra pas à la question cruciale. Peut-on prévoir un tremblement de terre avec une précision de l'ordre de quelques jours ou de quelques heures? Dans ce domaine, si les tentatives de prévision des séismes remontent à la plus haute antiquité, tout reste encore à faire. Prévoir un tremblement de terre, en théorie, c'est très simple. On étudie les tremblements de terre passés et on essaie de repérer quelque chose qui se produit systématiquement avant les secousses. Quand ceci est fait, la prédiction devient facile. Quand il se produit, ce phénomène annonce un tremblement de terre et il n'y a rien à craindre le reste du temps. Malheureusement, on est bien loin de tout cela. La première difficulté, c'est que si les gros séismes font des dégâts sur des rayons de plusieurs kilomètres, ils se déclenchent sur des zones toutes petites, de moins de 100 mètres. Or, ce sont ces zones qu'il faudrait repérer et surveiller à l'avance de manière précise. En 1966, les Chinois décident de s'attaquer au problème. Pendant plusieurs années, ils accumulent les informations sur les séismes passés. En 1974, ils en déduisent que la région de Haichang est une zone à haut risque. La population est mobilisée, elle doit signaler tout ce qui paraît anormal. Des milliers d'observateurs scrutent le moindre signe suspect. Fin 1974, sur la base de toutes ces informations, les sismologues chinois prévoient une secousse pour le début de l'année suivante. En janvier 1975, on relève plusieurs indices. Une montée anormale de l'eau dans les puits, une variation du champ magnétique local et des comportements étranges chez certains animaux domestiques. Puis, début février, plus de 500 petites secousses se produisent, mais tout cesse brutalement le 4. Les autorités chinoises décident alors l'évacuation immédiate des 3 millions d'habitants de l'agglomération de Haichang. La nuit suivante se produit le séisme d'une très grande puissance, 7,3 sur l'échelle de Richter. Haichang est totalement détruite, mais on ne déplore que quelques victimes grâce à l'évacuation de la ville. Cette prévision réussie, relayée par la propagande chinoise, a un retentissement extraordinaire dans le monde entier. Mais l'espoir ne durera pas. Cette ville, c'est Tangshan, près de Pékin. Le 27 juillet 1976, un tremblement de terre de magnitude 7,6 la dévaste littéralement. Le bilan officieux avoisine le million de victimes. C'est sans doute le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire, car malgré le dispositif d'observation mis en place, il n'a pas été prévu. Pour les sismologues du monde entier, la stupeur et la déception sont à la mesure de l'immense espoir qu'on avait placé dans la méthode chinoise. Ce séisme n'a pas été précédé des signes avant-coureurs répertoriés à Haichang 2 ans auparavant. Cette méthode n'était donc pas infaillible. En dehors de Chine, d'autres sismologues se sont mis au travail. Dès 1973, la prévision par dilatance fait son apparition. Des chercheurs ont constaté en laboratoire que les roches augmentent un peu de volume juste avant de casser, ce qui est dû à l'apparition de micro-fissures. En principe, ces fissures causent un ralentissement de la vitesse de certaines ondes sismiques. Grâce à la dilatance, on a effectivement pu faire quelques prédictions, mais elle a aussi raté de gros tremblements de terre comme celui de Mexico en 1985 ou ceux de Californie. Cette méthode n'est sûrement pas universelle. Les Américains eux-mêmes, qui ont beaucoup travaillé dessus, cherchent désormais ailleurs.
La méthode Van, du nom de ses créateurs, fait son apparition en 1981. Des sismologues grecs affirment enregistrer une variation des courants électriques du sol juste avant les séismes. Ainsi, disent-ils, nous avons déjà prévu des tremblements de terre. Toutefois, en Grèce, il y a beaucoup de petits tremblements de terre et il est facile d'en prédire avec succès, rien qu'en les annonçant au hasard. Cette méthode n'a donc pas encore fait la preuve de son efficacité. Il faut bien le reconnaître, on ne sait toujours pas aujourd'hui annoncer de façon fiable l'imminence d'un séisme. Toutes les méthodes de prévision à court terme, et même celles qui ont permis de grands succès, ont plusieurs fois été prises en défaut à l'occasion d'autres séismes importants. La question de la prévision des séismes est une question qui a été posée il y a une dizaine d'années. Pouvait-on prévoir les séismes ? La réponse des scientifiques de l'époque était « laissez-nous une dizaine d'années ». Avec l'observation sur une dizaine d'années, nous serons capables de prévoir les séismes. La question que posent maintenant les sismologues en 90, au vu de ces enregistrements et de la complexité du phénomène sismique, est de dire, peut-on prévoir les séismes ? En définitive, les seules méthodes de prévision qui marchent bien, ce sont des méthodes de prévision à long terme basées sur des analyses statistiques. D'abord, la méthode des lacunes, qui ne marche que pour les failles. Le principe est simple. Pour chaque faille, on mesure le temps moyen qui s'est écoulé dans le passé entre les séismes. On compare ensuite ce temps moyen avec l'ancienneté du dernier séisme. Plus celui-ci est ancien, plus le prochain séisme a des chances d'être proche et violent. Cette méthode appliquée à la faille de San Andreas permet d'établir un graphique des risques de gros séismes pour les 30 prochaines années. Ainsi, on voit qu'il ne vaut mieux pas habiter Parkfield où ce risque est de 90%. C'est en gros une super méthode des lacunes que ces sismologues russes ont mise au point. Leur analyse statistique prend en compte beaucoup plus de données que le temps entre les séismes et s'applique à la Terre entière divisée en carrés de 500 km de large. D'après eux, leur méthode aurait pu annoncer 90% des tremblements de terre passés. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé à l'avance le tremblement de terre d'Arménie et qu'en 85 et en 88, ils ont prédit un tremblement de terre près de San Francisco qui a fini par se produire en 89. Ces prévisions sont donc efficaces, mais leur précision est de l'ordre d'une ou plusieurs années, ce qui ne permet pas d'évacuer les populations menacées. Par contre, dans les régions concernées, elles doivent permettre la mise en place de structures adaptées pour le sauvetage et l'adoption de mesures préventives, notamment dans le domaine de la construction. Un tremblement de terre, finalement, c'est un peu comme une branche qui casse. Quand vous tordez les extrémités, elle va se casser à son endroit le plus fragile. Alors, premier problème, déterminer avant la cassure où se situe cette zone de fragilité. Deuxième problème, juste avant de casser, la branche va faire entendre les craquements. Et la grande question est de savoir si dans un tremblement de terre, ces craquements existent avant la rupture. Le problème de la prévision des éruptions volcaniques est différent, puisque dans la plupart des cas, il existe des signes avant-coureurs de chaque éruption, qu'il s'agisse d'un épanchement de lave, comme ici, à l'Etna, ou bien dans le cas d'un volcan gris, d'une explosion. Seule contrainte, mais de taille, pour être sûr de détecter ces signes avant-coureurs, il faut surveiller tous les volcans en permanence. En 1943, un bombardier anglais largue des bombes dans le cratère du Vésuve. Les Alliés espèrent ainsi réveiller le volcan et provoquer la panique dans les armées italiennes et allemandes. Le fond du cratère se fracture. Une petite coulée de lave en sort, mais c'est tout. Le volcan reste endormi. Visiblement, les Alliés ignoraient que le moteur d'une éruption, c'est à la base de gigantesques pressions en provenance des magmas souterrains. Aujourd'hui, nos connaissances sont plus solides, mais en matière de prévision, la volcanologie pourrait s'apparenter à la météo, avec toutes ses imprécisions et ses erreurs. Il est très difficile de prévoir non seulement la date d'une éruption, mais surtout sa puissance. Pour protéger les hommes, il faut placer les volcans sous haute surveillance. Une des méthodes souvent utilisées dans le monde est la mesure de la déformation des sols. Nous sommes ici au bord du volcan de la Fournaise, sur l'île de la Réunion.
Lorsque le volcan s'anime, la chambre magmatique, située à quelques kilomètres de profondeur, se remplit de magma. Avant une éruption, la poussée du magma se fait de plus en plus forte et le volcan se soulève progressivement. On peut donc mesurer les variations d'inclinaison des pentes du volcan en plaçant des inclinomètres sur ses flancs. Les inclinomètres sont des appareils très sensibles, capables de détecter une variation d'inclinaison du sol de l'ordre du millionième de degré. Quand le volcan gonfle, les inclinomètres se penchent de plus en plus et cette inclinaison est transmise par radio à un laboratoire de surveillance. Autre méthode, lorsque le volcan se soulève, il se dilate et les bords du cratère s'éloignent les uns des autres. La largeur du cratère se mesure avec un distancemètre. Cet appareil envoie un rayon lumineux sur un miroir placé de l'autre côté du cratère. Il mesure le temps de l'aller-retour et en déduit la distance avec une très grande précision. En mesurant fréquemment les distances de part et d'autre du cratère, les volcanologues mesurent le gonflement du volcan. Ce gonflement s'accompagne de petits séismes. Les enregistrements de ces mini-séismes sont stockés et analysés afin de déterminer d'éventuelles variations dans leur amplitude ou dans leur fréquence. À l'approche d'une éruption, le nombre de ces séismes augmente. Ils apparaissent lorsque les roches se brisent sous la pression du magma à plusieurs kilomètres de profondeur. Lorsque la fréquence de ces séismes augmente, cela veut dire que la lave remonte et que l'éruption est proche. À Hawaï, les chercheurs sont capables de déterminer dans la minute qui suit le tremblement à quel endroit ce séisme a eu lieu et surtout à quelle profondeur. Ils contrôlent ainsi les remontées du magma dans tous les volcans de la région. La prévision des éruptions volcaniques à partir de l'enregistrement des tremblements a permis d'éviter de nombreuses catastrophes. Par exemple, le mont Saint-Helens, au nord-ouest des États-Unis, se réveilla le 18 mai 1980 après 123 ans de sommeil. Son éruption fut annoncée un mois à l'avance. Le gouvernement américain a donc pu ordonner l'évacuation de la zone dangereuse. Une sage résolution, car cette éruption fut d'une violence comparable à l'explosion d'une bombe atomique. Un flanc entier de la montagne s'effondra sous la poussée du magma, libérant ainsi une fantastique explosion. Voici le mont Saint-Helens avant l'éruption et le voici après. La montagne a été remplacée par un immense cratère. Toute la région fut dévastée dans un rayon de 30 km. Ces sapins, pourtant à plus de 20 km du cratère, ont été soufflés par l'explosion. Avant l'éruption, il y avait près du lac l'hôtel de Harry Truman, 83 ans. Il fut le seul à refuser de quitter la zone menacée. Le voici filmé la veille du cataclysme, c'est-à-dire la veille de sa mort. Le lendemain, il ne reste plus rien de lui et de son hôtel. Voici sa propriété avant l'éruption et juste après. Le photographe qui se trouvait dans cette voiture a été tué, enseveli par des nuées ardentes, alors qu'il se trouvait à 12 km du cratère. L'éruption du mont Saint-Helens a transformé la région en un désert. Malgré toutes les mesures de prévention, 62 personnes trouvèrent la mort. Mais si l'on n'avait pas évacué la zone, il y aurait sans doute eu 35 000 morts. Mais la prévision des éruptions par l'étude des tremblements de terre n'est pas une méthode infaillible.
Le volcan de la Soufrière, au sud de la Guadeloupe, est l'exemple type du casse-tête pour volcanologues. Entre novembre 75 et mars 76, les chercheurs ont enregistré plus de 700 secousses sur les flancs du volcan. Comme ces tremblements furent accompagnés d'explosions durant l'été, on pensa que l'éruption était imminente. 72 000 personnes furent évacuées. La Soufrière se faisait chaque jour plus menaçante. Les sismographes enregistrèrent 900 séismes dans la seule journée du 17 août 76. Pourtant, malgré toutes les prévisions, l'éruption du volcan n'eut pas lieu. La Soufrière retomba dans le sommeil. Mais pour combien de temps ? Pour les volcanologues, la technique d'avenir, c'est la surveillance par satellite. Il existe déjà un réseau de satellites, le réseau GPS, dont le rôle est de mesurer les déformations de la surface des volcans. Des balises disposées à la surface du volcan captent régulièrement les ondes transmises par un des satellites du réseau. Ces balises réfléchissent cette onde en donnant leur position. Le moindre mouvement du sol est donc capté par le satellite qui transmet l'information au laboratoire de surveillance. Si tous les volcans du monde étaient reliés au réseau GPS, la prévision des éruptions serait sûrement plus systématique. Malheureusement, aujourd'hui, seule une poignée de volcans sont surveillés épisodiquement par le réseau. La prévision des éruptions volcaniques n'en est qu'à ses débuts et pourrait donc se généraliser à tous les volcans, un peu comme le fit la météo quand elle commença à utiliser les satellites. Mais des problèmes de financement pourraient freiner cet élan. Retour sur l'Etna, qui lui est sûrement un des volcans les mieux surveillés de la planète. Même pour les spécialistes, les volcans sont parfois imprévisibles. Beaucoup des images qu'on vient de voir ont été tournées par Maurice et Katia Kraft, un couple de volcanologues passionnés par leur métier. Pendant 25 ans, les Kraft ont visité, ausculté, filmé à peu près tous les volcans du monde entier avant de disparaître tragiquement sur l'un d'entre eux, le mont Unzen, au Japon. C'était le 2 juin 91. Voici l'un des plus gros blocs soulevés par l'un des plus gros volcanologues, moi. Son sens de l'humour n'avait d'égal que sa passion pour les volcans. Avec sa femme Katia, Maurice Kraft avait voué sa vie aux montagnes de feu. 25 ans d'études et de recherche, plus de 160 éruptions suivies en direct, leur expérience du volcanisme était sans équivalent. Leurs films et leurs livres ont été diffusés dans le monde entier et salués par l'ensemble de la communauté scientifique. Unis par la même passion dès l'université, ce couple de volcanologues, né sur les bancs d'un amphi de minéralogie, à Strasbourg, va parcourir le monde à la poursuite des éruptions des quelques 900 volcans actifs du globe. Ils fondent bientôt leur propre centre de volcanologie et constituent la plus grande bibliothèque du monde sur les volcans. Ils se font écrivains, cinéastes ou photographes pour financer leurs recherches. Méprisant le danger, les Kraft étaient devenus des spécialistes des volcans gris, aux explosions aussi soudaines que dévastatrices. Ce sont des bombes, expliquait Maurice Kraft, dont les mèches sont allumées, mèches dont on ne connaît pas la longueur. Après avoir traversé un lac d'acide en bateau gonflable, leur grand projet était de descendre une coulée de lave dans un canoë truffé de capteurs. Malheureusement, bravant le danger une fois de plus, Maurice et Katia Kraft ont péri dans les nuées ardentes du mont Unzen le 2 juin 91. E=M6 leur rend hommage et leur dédie ce numéro spécial. Heureusement pour les Siciliens, il n'y a pas ici sur l'Etna ces terribles explosions comme sur le mont Unzen. L'essentiel de l'activité volcanique, ce sont ces coulées de lave. Alors ici, nous sommes tout en bas de la coulée de 92, environ une dizaine de kilomètres plus bas que tout à l'heure, juste au-dessus du village de Zafferana. Il y a un an, par chance, le débit de lave s'est beaucoup ralenti et le front de lave que vous voyez s'est stabilisé juste avant de détruire les premières maisons. Il n'empêche que les habitants de Zafferana ont eu chaud.
On peut quand même se demander pourquoi les hommes se sont établis ici, si près du volcan, en dépit du risque potentiel. D'une manière générale, que peut-on faire pour minimiser tous ces risques qu'encourent les populations qui vivent sur des zones dangereuses, que ce soit à proximité d'un volcan ou dans une zone à forte activité sismique? Dans ce domaine, si la théorie a fait bien des progrès, la pratique, malheureusement, est encore souvent en retard. Pourquoi s'établir si près d'un baril de poudre? Les zones menacées par des volcans actifs sont pourtant plutôt rares. C'est que les laves et les cendres donnent une fertilité exceptionnelle aux terres voisines des volcans. Les zones sismiques, elles, sont trop nombreuses pour être évitées. De San Francisco, établi près de la faille San Andreas, à Tokyo, construit juste au-dessus du recouvrement de 2 plaques tectoniques, la population mondiale ne cesse de croître et a besoin d'espace. Mais avec le temps, les hommes oublient souvent qu'un jour, leur terre tremblera. Ce ne sont pas les habitants de la région niçoise qui diront le contraire. Pourtant, devant ces terribles menaces, il existe des mesures de prévention ou même de lutte, comme on va déjà le constater avec les volcans. En Sicile, le 28 mars 83, une grosse coulée de lave descend le flanc sud de l'Etna et s'avance vers les zones habitées. La colonie de vacances Don Bosco, un bâtiment en pierre de taille, va être écrasée en 20 minutes. Devant l'ampleur des dégâts et face à 200 journalistes, le ministre italien de la Protection civile décide d'intervenir. Les ingénieurs proposent d'ouvrir une brèche à l'explosif dans la berge ouest de la coulée à 2200 mètres d'altitude pour que la lave se dévie. Un canal est creusé pour recevoir la lave détournée. En aval, un énorme barrage est construit pour contenir la lave déviée et l'empêcher d'aller vers les habitations. Le barrage atteint bientôt 500 mètres de large et 30 mètres de haut. C'est la plus grande barrière jamais construite pour enrayer une éruption. 48 trous de forage sont percés dans la paroi pour recevoir l'explosif. Au total, 25 millions de francs sont débloqués pour l'opération. Le 14 mai 83, à 4 heures du matin, 400 kilos d'explosifs pulvérisent la muraille de l'Etna. Une brèche s'ouvre, mais seulement un quart de la lave y pénètre et descend le canal de dérivation. Dès le lendemain matin, la lave n'avance plus dans le canal. Tout est figé. La déviation à l'explosif est un échec. La coulée reprend alors son cours normal, mais heureusement, 48 heures plus tard, la lave se dévie d'elle-même. Elle descend le canal, bute contre l'énorme barrage et le surmonte. Un deuxième barrage est construit à la hâte, juste derrière, il contient la lave. Un beau succès, mais il était moins une. D'ailleurs, quand l'an dernier, la lave a menacé le village de Zafferana, on a tenté une fois encore de dévier la coulée à l'explosif, mais la lave a continué sa route. Finalement, c'est grâce à une diminution naturelle du débit de la lave que le front de la coulée s'est stabilisé. Pour les coulées de boue issues des cendres volcaniques, le problème est différent. La boue n'a pas la température de la roche en fusion, mais elle ratiboise tout à vitesse grand V. Elle dévale la pente du volcan à 30 voire 50 km/h et engloutit les villages en contrebas. Le Japon a connu beaucoup de catastrophes de ce type, comme ici au Sakurajima. Une seule parade, les barrages. Ils cassent l'élan de la coulée de boue, la filtrent et arrêtent les gros blocs. Seule la partie liquide s'écoule en aval où elle est canalisée. Les destructions sont minimes et il n'y a pas de victimes. Aujourd'hui, le Sakurajima est un volcan extrêmement bien surveillé. Les Japonais y ont construit des dizaines de barrages en béton, coût de l'opération 10 milliards de francs. Le déclenchement des coulées de boue est prévu grâce à la météo.
À la moindre alerte, les techniciens se précipitent dans les abris d'où ils surveillent les coulées de boue sur des moniteurs vidéo. Un observatoire volcanologique automatisé prévoit la plupart des éruptions 2 à 6 heures avant qu'elles ne se produisent. Les volcanologues simulent même des éruptions sur ordinateur. En fonction des points de sortie de la lave, ils prévoient quelles zones seront envahies. Des caméras infrarouges permettent de mesurer la température de la lave. En rouge, 900 degrés, en vert, 300 degrés. Le Sakurajima connaît en moyenne une explosion par jour. D'énormes bombes volcaniques tombent sur les routes et les habitations. L'onde de choc des explosions casse les pare-brises à plusieurs kilomètres à la ronde. Un enfer où vivent pourtant 12 000 Japonais. Pour se protéger des retombées, on trouve des abris tous les 100 mètres. Le port du casque est obligatoire pour les enfants. Une fois par an, une répétition générale a lieu. Il s'agit d'évacuer les 12 000 habitants de l'île en moins d'1 heure. Les blessés asphyxiés par les gaz volcaniques sont secourus. Les communications téléphoniques par câble étant coupées, les stations satellites prennent le relais. Si elles aussi sont interrompues, des messages écrits sont largués par hélicoptère. Chaque habitant sait où il doit se rendre, quelle route il doit emprunter, quel port il doit rejoindre, sur quel bateau il doit monter. Un bel exemple d'organisation à la japonaise. Les tremblements de terre sont plus vicieux car, comme on l'a vu, il n'est guère possible de prévoir avec précision quand aura lieu un séisme. Dans ces conditions, la meilleure défense reste la prévention, et la prévention passe par la construction parasismique. Au Japon, le pays le plus avancé dans ce domaine, voici le dernier cri de la technique parasismique, des amortisseurs placés sous les immeubles. En absorbant les ondes de choc consécutives au séisme, ces amortisseurs préservent les constructions au-dessus. De plus, des liaisons souples maintiennent les structures de l'immeuble. Autre technique en cours de développement, l'AMD, qui consiste à placer une masse importante au sommet du building. En cas de séisme, un ordinateur commande le déplacement rapide de cette masse en sens inverse pour contrer le déplacement de l'immeuble. Un système fort complexe et qui doit toujours être en parfait état de marche. Moins coûteuses, souples et légères, les maisons japonaises traditionnelles en bois résistent bien aux ondes de choc. Mais pas du tout au feu. Après les tremblements de terre, les incendies se déclenchent souvent suite aux ruptures des conduites de gaz et avec ce genre de construction, le feu se propage très vite. Il a donc fallu inventer un système pour fermer automatiquement les arrivées de gaz. Le réseau de distribution de Tokyo Gas est spécialement adapté au séisme. Pratiquement tous les abonnés possèdent un compteur spécial qui coupe l'alimentation en gaz si le séisme est d'une intensité supérieure à 5. Même chose pour tout le réseau qui comporte de multiples divisions et autant de vannes d'arrêt automatiques.
En France, la situation est moins critique, mais sur la Côte d'Azur, qui présente aussi des risques de séisme, les bâtiments publics, comme l'aéroport de Nice, sont construits selon des normes précises. Pour satisfaire aux problèmes parasismiques, nous avons consolidé le sol par la création de 500 pieux, micro-pieux, pour les descendre jusqu'au bon sol. Puisque, au point de vue parasismique, il faut avoir la résistance est meilleure lorsqu'on a un sol dur plutôt qu'un sol mou, la vibration étant plus restreinte. Récemment, les techniques de construction parasismique françaises ont été vérifiées sur la table vibrante Azalée du CEA. Cette maquette d'un immeuble de 7 étages mesure 7,60 m de haut et pèse 89 tonnes. Elle a été soumise pendant près de 10 secondes à un séisme de magnitude supérieure à 7. Seules des micro-fissures sont apparues. Mais les meilleures techniques parasismiques n'évitent pas les incendies, raz-de-marée et épidémies qui suivent les séismes et provoquent de nombreux morts. 1er septembre 1923, à l'heure du déjeuner, en moins d'1 minute, les 2/3 de Tokyo sont détruits par un séisme d'une magnitude 6 sur l'échelle de Richter. On dénombrera 140 000 morts. Depuis, le 1er septembre de chaque année, c'est le jour de la catastrophe où l'on va tester les dispositifs anti-séisme. Dans la salle de surveillance sismique à Tokyo, un voyant rouge vient de s'allumer. Aussitôt, les 6 scientifiques membres du comité de surveillance se réunissent pour décider des mesures à prendre. Dans les rares parcs de Tokyo, on s'entraîne à se jeter sous les tables, à éteindre des incendies sous forme de ballons de baudruche et à pénétrer dans les tentes enfumées. Petite nouveauté l'an dernier, on a reproduit le Bay Bridge de San Francisco qui s'était effondré en 1989. Devant cette ambiance décontractée où les trains s'arrêtent docilement sur un pont, on peut sourire en songeant que la réalité sera sans doute beaucoup plus rude. Mais après plus de 60 ans de répit, les Japonais ont tendance à se relâcher un peu devant ce risque permanent et ces fréquents rappels ont au moins le mérite de sensibiliser la population. Et en France ? Peut-être qu'après la prochaine secousse, on découvrira l'existence de ce mince fascicule de la protection civile qui donne quelques conseils sur 2 petites pages. Voilà, visiblement, en France, nous avons encore des progrès à faire. Alors, on va en parler tout à l'heure avec nos invités, ici présents, mais auparavant, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir, afin d'être sûr que tout le monde a bien compris. Peu après sa création, la Terre n'était encore qu'une boule de lave. 4 milliards d'années plus tard, sa surface s'est refroidie en une fine couche solide, la croûte terrestre. En dessous, il y a le magma. La croûte terrestre se divise en plaques qui constituent les continents et le plancher des océans. Ces plaques flottent sur le magma et se déplacent de quelques centimètres par an. Lorsque les plaques se heurtent, s'écartent ou coulissent les unes par rapport aux autres, cela provoque volcanisme et tremblements de terre. Les zones de danger sismique sont donc facilement repérables. Par contre, les méthodes de prévision des tremblements de terre sont loin d'être au point. Comme on sait à peu près où, mais pas quand, la seule parade est donc la construction antisismique. Pour les volcans, c'est l'inverse. La prévision des éruptions est relativement efficace et laisse aux habitants le temps d'abandonner leur maison. Mais aucune construction ne résiste aux terribles coulées de lave ou de boue, et surtout aux violentes explosions qui peuvent tout détruire sur plusieurs kilomètres à la ronde. En théorie, l'homme a appris à s'adapter aux colères de la Terre, mais il y a, comme souvent, un abîme entre la théorie et la pratique, entre les pays développés et les autres. C'est pour cela que 2 tremblements de terre de violence comparable ont pu faire 60 000 morts en Arménie et seulement 60 à San Francisco.
Alors, pour parler avec nous de ces problèmes de prévention et de prévision, 3 invités. Jean-Louis Cheminet, bonsoir. Vous êtes volcanologue, vous dirigez les observatoires volcanologiques français. Yves Carestan, vous travaillez au commissariat à l'énergie atomique, vous dirigez le laboratoire de détection et géophysique. Et enfin, Philippe Jamet, vous êtes aussi du CEA, où vous dirigez le service d'études mécaniques et thermiques dont dépend cette table vibrante Azalée où nous nous trouvons. Alors je crois qu'il s'agit là de la plus grosse installation de prévention sismique en France. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous rappeler ses caractéristiques? Oui, alors la table Azalée est en fait un simulateur de séisme, c'est-à-dire que c'est un plateau rigide sur lequel on peut fixer des structures ou des composants qu'on veut essayer au séisme, et on a des vérins très puissants qui permettent de reproduire sur cette table exactement le mouvement que subirait le composant ou la maquette en cas de séisme. On sait même faire mieux, puisqu'on sait même doubler certains séismes pour vérifier que même si le séisme qu'on avait était beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, le composant tiendrait quand même. Quelle taille de maquette on peut mettre sur cette table? Alors le composant maxi ou la maquette maxi la plus lourde qu'on puisse mettre sur la table, c'est une maquette de 100 tonnes. Accessoirement, cette table sert aussi de studio de télévision, donc comme on l'a fait tout à l'heure, pour simuler les tremblements de terre. Oui, tout à fait, c'est une première. On l'a fait pour vous, je ne sais pas si on le fera régulièrement. Merci. Vous, Yves Carestan, vous dirigez un petit peu tous les travaux de sismologie au CEA. Alors la grande question, c'est de savoir si on peut prévoir à court terme un tremblement de terre. Ça, on l'a bien vu tout à l'heure, que jusqu'à présent, il était totalement impossible de prévoir à court terme les tremblements de terre, et que même certains chercheurs vont jusqu'à dire que, en théorie, c'est impossible de prévoir, que ça sert à rien de chercher des signes avant-coureurs précurseurs des séismes. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non. Je ne la partage pas parce que le doute fait partie de la méthode scientifique. Dès le moment où on a la certitude, c'est qu'on a fini sa recherche. Donc aujourd'hui, nous sommes en recherche, nous avons le doute, donc je n'affirmerai pas qu'on ne peut pas détecter les séismes, qu'on ne peut pas prévoir les séismes. Par contre, aujourd'hui, nous ne savons pas le faire, encore. Et nous sommes dans une phase expérimentale, et il y a différentes équipes qui travaillent sur ce thème. Il y a des grosses instrumentations qui ont été faites par les Allemands sur la faille anatolienne, en Turquie. En Californie, bien sûr, il y a tout un ensemble qui inclut de la géodésie, l'utilisation de techniques spatiales avec le système GPS, des instrumentations dans le sol, des accéléromètres, des réseaux longue période. Et aujourd'hui, on est encore incertain sur les conclusions. Parce que, finalement, dans les 10 dernières années, ce qu'on a fait, on a mis au point la méthodologie. Et actuellement, à partir de ces études, on commence à savoir quels sont les phénomènes qu'il va falloir regarder plus précisément. D'accord, donc pour l'avenir, vous êtes optimiste? Raisonnablement. Je suis raisonnablement optimiste parce qu'avant un séisme, il se produit tout un ensemble de phénomènes. Ça, nous le savons. Il se produit un ensemble de phénomènes qui relèvent de la mécanique des solides, des milieux continus. Et donc, ces phénomènes, que ce soit les propriétés mécaniques, les propriétés de transport, évoluent avant un séisme et il faut arriver à détecter ces évolutions. D'accord. Alors un prévisionniste qui est, lui, déjà heureux, c'est le volcanologue Jean-Louis Cheminet, parce qu'il y a quand même pas mal de succès à l'actif de la volcanologie. On pense à l'évacuation du mont Sainte-Hélène aux États-Unis, du mont Zen, même celle du Pinatubo, même si elle n'a malheureusement pas été complète. Elle a été faite un peu en panique. Elle a été faite un petit peu en panique. Oui. Cela dit, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut vraiment surveiller les volcans très très près, avec des réseaux très très lourds, des inclinomètres, des sismographes, des détecteurs de gaz. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens plus simples et plus légers de surveiller l'activité des volcans de manière à pouvoir mettre d'une manière systématique et sûre à 100 ou 90% absolument tous les volcans actifs du globe? Bon, on peut avoir des techniques plus légères de surveillance que celles que nous pratiquons, en tout cas sur les observatoires, sur les volcans français ou bien sur les volcans américains, italiens, japonais, islandais. Mais il n'est pas nécessaire d'instrumenter et de mettre sous surveillance tous les volcans. Il s'agit de surveiller les volcans qui sont réellement dangereux. Des pays comme la France, comme les États-Unis, le Japon, l'Italie, l'Indonésie, etc. peuvent se permettre d'avoir des installations relativement lourdes comme les nôtres. Mais les nôtres sont surveillance mais en même temps recherche pour étudier le phénomène éruptif lui-même. Ce qu'on peut faire dans les pays qui manquent de moyens ou de financiers et de personnel, c'est de mettre des installations relativement légères où maintenant les observations satellitaires peuvent être importantes. Et à partir de là, quand quelque chose est détecté, des équipes, soit européennes, soit américaines, peuvent apporter un certain renfort avec des réseaux d'intervention. Entendu.
Bon, je crois que ce sera un petit peu le mot de la fin. Nous n'avons pas de volcan proche. Il faut aller à la Fournaise, dont vous êtes un spécialiste, ou à la Martinique pour en trouver. On voit que du côté tremblement de terre, donc il y a encore énormément de travail en matière de prévision et en matière de prévention sismique. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de ce numéro spécial de E = M6. À bientôt. Au revoir.